Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales après Monceau, Beaune, Cosne-sur-Loire, Avallon, Varennes-Vauzelles et Autun, direction ce soir Dijon avec les candidats encore en lice en vue du second tour de dimanche. Avec nous pour ce débat, François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Dijon, candidat à votre propre succession. Vous emmenez une liste arrivée en tête au premier tour avec 38,3% des suffrages. Vous êtes membre du Parti socialiste. Emmanuel Bichot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Républicains, tête d'une liste arrivée deuxième au soir du premier tour avec 19,9% des voix. Stéphanie Motte, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Europe Écologie Les Verts, arrivée en troisième position le 15 mars dernier avec 15,1% des suffrages exprimés. Alors, 6 autres listes composaient l'offre politique du premier tour à Dijon. 3 étaient en capacité de fusionner mais ne l'ont pas fait. 3 ont été directement éliminés. Contrairement à d'autres villes où c'est la crise sanitaire qui s'est invitée dans la campagne et qui a mobilisé, à Dijon, les événements survenus au Grésil ces dernières semaines sont un élément de plus dans le débat politique actuel. Ce matin, une 3e opération policière a été menée en moins d'une semaine suite aux violences urbaines et aux affrontements survenus à Dijon entre le 12 et le 15 juin. Alors la question, elle est toute simple, François Rebsamen. Est-ce que ce qui s'est passé entre le 12 et le 15 juin au Grésil, c'est finalement la plus grosse épine dans le pied de votre campagne? Et pourquoi? C'est un événement qui a touché un quartier, c'est un événement qui est à la fois dramatique, inacceptable et totalement imprévu, puisqu'il n'a même pas été prévu par le renseignement territorial dans les temps. Et donc, un quartier a subi la violence, la vengeance d'un groupe de Tchétchènes, et jusqu'à ce que j'obtienne du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, les renforts nécessaires, eh bien, les habitants de ce quartier, qui sont des gens simples, un milieu populaire, un beau quartier, eh bien, ils ont été victimes de ratonnades. Pour vous, la violence ne vient que de gens de l'extérieur qui ont attaqué des gens du quartier des Grésilles. Il n'y a pas eu de riposte, il n'y avait pas eu d'attaque auparavant, il n'y a pas de violence ou d'armes au sein des Grésilles? Je n'ai pas dit ça. Je vous pose la question. Je vous réponds, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'armes, c'est vous qui le dites. D'ailleurs, il y a des centres de police qui trouvent aussi des armes factices. Factices, hein, certaines, oui, aujourd'hui. Il y a de tout, mais c'est pas l'armement qu'on nous dépeignait dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Les faits, je ne voudrais pas passer le débat là-dessus, mais les faits sont simples. Des voyous ont bastonné un enfant tchétchène, un jeune tchétchène, et les Tchétchènes sont venus se venger. Et au bout du bout, après 3 jours où les Tchétchènes faisaient la loi sur ce quartier, des jeunes d'autres quartiers, et pas uniquement des jeunes des Grésilles, d'autres quartiers de Besançon, des Mureaux, de Chenôve, sont venus pour, une fois que les Tchétchènes étaient partis, pour montrer leur force. Voilà exactement ce qu'il en est. Alors Emmanuel Bichot, vous, on vous a entendu vous exprimer aussi sur cette affaire, et vous pensez, à contrario, qu'il y a des conséquences locales et des raisons locales à ce qui s'est passé? Écoutez, moi je crois que malheureusement le maire sortant est rattrapé par son bilan dans cette dernière ligne droite. Bien évidemment, je pense que la crise sanitaire a exacerbé toute une série de problèmes en matière de délinquance et de trafic de drogue. Et que c'est peut-être aussi ce qui a accéléré cette déflagration. Et on va revenir à la crise sanitaire dans un instant. Tout à fait. Mais ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que moi je suis quand même particulièrement choqué par l'attitude du maire de Dijon, qui se défausse complètement de ses responsabilités sur le dos de l'État. Alors, à l'entendre, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, néanmoins, nous avons fait la une de l'actualité nationale et internationale pendant plusieurs jours, avec une image extrêmement négative et une situation très grave. Moi, j'étais lundi soir dans le quartier des Grésilles. Je peux vous dire que c'est quand même très choquant de voir des bandes et des caïds prendre le contrôle d'un quartier pour bien montrer qu'ils sont chez eux et qu'ils font la loi. C'est une situation absolument inacceptable. Ce qui est inacceptable aussi, moi je le dis très clairement, c'est que des adjoints du maire de Dijon, y compris Madame Motte, qui est adjointe du maire de Dijon, ont manifesté quelques jours auparavant dans une manifestation avec des slogans tels que « tout le monde déteste la police ». Aucune sanction n'a été prise. À cet instant, je suis obligé d'interrompre. Aucune sanction n'a été prise. Je suis obligé d'interrompre, monsieur. Je veux simplement dire. Les slogans, c'était tout le monde déteste la police. Je vous ai demandé. De ce qu'il vient de dire, nous avons des photos dans la presse. C'est comme vous, Gilets jaunes. La presse est pleine de photos avec vos adjoints. Mais c'est faux. Tout le monde vérifiera. Avec cette banderole, tout le monde déteste la police. Bien. Je vous ai demandé d'ailleurs. On va donner la parole à Stéphanie. Je vous ai demandé d'ailleurs de les remettre. Arrêtez de bafouiller là.
Je leur ai demandé, je vous ai demandé d'ailleurs de les remettre au pas. Alors, en ce qui concerne... Rapidement. Oui, je voudrais pour bien laisser, parler aussi sur cette question, mais bon. Oui, d'accord. Alors, Stéphanie Molle, puis vous. Non, mais je termine sur ce point parce qu'il est extrêmement grave. Il y a quand même un adjoint du maire de Dijon qui a appelé à la démission du préfet et du procureur de la République. Cet adjoint est toujours en place. J'ai demandé qu'il soit sanctionné. On vous a entendu. On va laisser Stéphanie Molle répondre. Vous l'attaquez. Si on veut défendre l'ordre républicain, le maire doit être en première ligne. Il est garant des institutions. Stéphanie Molle, allez-y. Très bien. Bon, il y a plusieurs choses là qui sont en train d'être mélangées. Il y a eu effectivement, non pas une manifestation d'ailleurs, mais tout simplement un rassemblement à un moment donné, comme il y a pu y avoir, notamment suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Tout simplement parce que, comme en France ou ailleurs, il faut effectivement qu'il y ait le respect de tous et de tout dans le respect de la République. Voilà, ça c'est une chose. Donc moi j'étais là effectivement pour manifester le fait qu'il fallait tout simplement faire respecter la loi dans notre pays et pour tous et tous. Voilà. Donc ça c'est un point. Ensuite, ce qui s'est passé déjà au centre-ville de Dijon, puisque ça a commencé par la place de la République. Moi déjà, soutien entier à la population effectivement des Grésilles, de gens qui, à 99,9%, enfin j'ai pas de chiffre exact, mais qui n'aspirent qu'à une chose, c'est pouvoir vivre décemment, tranquillement dans leur quartier. Voilà. Et ils ont vu déferler effectivement des gens arrivant en voiture extrêmement menaçants. Il y a eu une rixe au départ, avec effectivement une explication et un jeune qui s'est retrouvé à l'hôpital, ce qui est déjà totalement scandaleux. Ça arrive malheureusement. Et ensuite, une communauté des gens qui se sont rassemblés par le biais des réseaux sociaux et qui ont déferlé sur Dijon. Donc, ce qu'on peut regretter, d'une part, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu anticipation et qu'une fois qu'ils étaient là, ils aient pu rester autant de jours à Dijon sans que rien ne se passe. Donc, c'est un manque d'effectifs de la police nationale. Là, je suis désolée, c'est M. Sarkozy qui, le premier, a commencé à faire baisser en nombre conséquent le nombre de la police nationale, a changé aussi ses missions, ce qui fait qu'actuellement, sur Dijon, on n'a pas pu anticiper le fait que ces personnages, ces individus qui se revendiquent d'ailleurs qu'une communauté, moi je pense que c'est pas le souci là, qui se revendiquent d'une communauté, qui ont décidé qu'ils venaient faire la loi parce que soi-disant la République n'est pas en état de le faire. Donc moi ce que je demande c'est que la police nationale, que l'État, le gouvernement prennent ses responsabilités, que d'une part la police nationale puisse effectuer l'ensemble de ses missions. Effectivement ça a été dit aussi pour faire du renseignement, pour savoir précisément quelles sont la portée des agissements de ces individus qui ont créé la terreur sur ce quartier des Grésilles. J'étais aussi là le lundi soir, c'est vrai qu'en réponse, il y a une réponse complètement disproportionnée, avec des armes réelles ou factives, mais c'est vrai que de voir des kalachnikovs, c'est extrêmement choquant. Durant ce mandat, vous avez déjà fait des demandes de police supplémentaires, de renforts. Est-ce que c'est toujours le même problème? Parce qu'on est loin quand même du caillassage de tramway, là. Oui, enfin, tout commence par le caillassage de tramway. Oui. Et donc, il est clair qu'on ne doit pas tolérer des faits de délinquance. Et Dijon est une ville paisible par rapport à d'autres villes. Les faits de délinquance, c'est 57 pour 10 000 habitants, 57 faits de délinquance pour 10 000 habitants, là où c'est 140 à Troyes et 190 à Toulon, par exemple. Donc on voit bien que Dijon est une ville paisible. Mais c'est une ville paisible et on est pénalisé d'être une ville paisible, c'est-à-dire qu'on retire les effectifs de police. Sous Nicolas Sarkozy, que soutenait avec force M. Bichot, c'est 13 000 postes de policiers qui ont été supprimés. C'est les renseignements généraux qui ont disparu. Il a fallu recréer tout cela et donc aujourd'hui, nous manquons à Dijon, oui, nous manquons clairement. Et je demande que la police nationale soit renforcée parce que c'est à la police nationale d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La municipalité ne peut rien faire. Et ils font un travail formidable avec les moyens dont ils disposent. Ils sortent de la crise des Gilets jaunes. Monsieur Bichot, pour faire peuple, portait un gilet jaune au début, il a oublié. Ensuite, ils ont eu toutes les grèves, les manifestations. Il a fallu qu'ils assurent la sécurité. Ils l'ont fait. Et donc, ils sont aujourd'hui... Ils sont à bout. On a bien compris que les questions de sécurité sont du domaine de l'État. Néanmoins, est-ce que vous avez l'impression que celui qui sera maire ou celle qui sera maire demain peut agir d'une façon ou d'une autre pour limiter, pour éviter que ces problèmes se reproduisent? En un mot, et puis je donne la parole à M. Bichot derrière. Bien sûr. Commencez par M. Bichot. Non, c'est moi qui distribue la parole. Réponse, oui, mais c'est vous qui êtes aux commandes depuis plusieurs mandats quand même. 3 mandats. J'ai pas envie de... Est-ce que vous pouvez faire des choses? Des contre-vérités. Est-ce que vous pouvez faire des choses dans le prochain mandat pour que ça se reproduise? Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons installé des caméras de vidéoprotection à peu près partout. Elles sont reliées à un dispositif central qui aide beaucoup la police nationale. Elle en prend la main d'ailleurs. Elle en a pris la main l'autre soir dans son intervention, quand il le peut, bien sûr. Et puis, nous avons recruté des policiers municipaux. Nous avons des policiers municipaux et ils disposent d'un certain nombre
nombre de moyens, des armes de catégorie B et de catégorie D, pour jusqu'à 1h du matin apporter de la tranquillité. Mais la chasse aux dealers, l'arrestation des coupables, c'est du domaine de l'État. Savez-vous que la police municipale n'a même pas la possibilité de faire des contrôles d'identité? Vous vous rendez compte? Emmanuel Bichot. Oui, moi je rebondis sur ce que vous venez de dire. La sécurité, c'est une affaire collective. C'est l'affaire de la municipalité et de l'État conjointement. Et le maire est garant de l'ordre républicain dans sa commune. Moi, ça fait des années que j'observe qu'on ferme les yeux sur la délinquance dans les quartiers. La petite délinquance, les rodéos, la grande délinquance avec la drogue, tout ça se déroule à ciel ouvert, sous les yeux des habitants. Et moi, je pense à eux, parce qu'effectivement, ce sont les premières victimes de cette situation. Et donc, moi, je pense qu'il faut des mesures fortes. Monsieur Rebsamen parle de Nicolas Sarkozy, mais tout ça, c'est très vieux. Quand il était ministre de François Hollande, il n'y a pas eu un seul policier supplémentaire de la police nationale à Dijon. Faux. Donc, la police nationale a augmenté quand M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Les effectifs ont rebaissé quand il était président. Et malheureusement, depuis, on en est resté là. Bien, mais ce n'est pas le sujet. Parce que qui est responsable de la police municipale? C'est le maire de Dijon. Alors qu'est-ce que vous Entre feriez, 2012, le constat, c'est bien, mais on est là pour avoir les propositions. Je vais vous dire tout de suite ce que je vais faire. Mais simplement pour terminer, la police municipale de Dijon a baissé de 25% entre 2012 et 2016, à contre-temps de l'augmentation de la délinquance. Alors les solutions, elles sont simples, et heureusement, nous les avons. Parce qu'il faut reprendre la situation. Mais on ne peut pas laisser l'image de Dijon se dégrader comme ça. Alors comment on fait? Les propositions, d'abord, c'est de renforcer la police municipale. La police municipale, aujourd'hui, est dimensionnée pour une ville de 50 000 habitants. Nous voulons augmenter ses effectifs de 50%. Nous voulons qu'elle soit armée. Nous voulons qu'elle soit présente de jour comme de nuit. Parce qu'après 1h du matin, il n'y a plus personne de la police municipale dans la rue. Nous voulons également un contrat local de sécurité avec l'État, dans lequel on s'engage sur une fermeté à l'égard de la délinquance. On a trop fermé les yeux pendant des années dans les quartiers. Donc ce contrat local de sécurité sera aussi un engagement de moyens avec une augmentation de la police municipale, mais également de la police nationale. Alors j'aimerais qu'il reste du temps pour les autres thèmes. Ça va permettre à l'État, à la police nationale de se recentrer sur ses tâches prioritaires. Nous souhaitons également responsabiliser les familles et nous souhaitons rétablir des gardiens assermentés dans les immeubles HLM. Stéphanie Maud, est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous vous sentez, comme étant membre de la majorité sortante, aussi responsable de tout ce qui se passe? Et est-ce que vous avez des propositions, sachant que chez Europe Écologie Les Verts, les questions de sécurité, ce n'est pas forcément votre cheval de bataille? C'est une préoccupation, notamment le maire de Grenoble a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, et il est élu écologiste. Donc, non, sur le sujet, la tranquillité publique, bien évidemment. Encore une fois, ce qui s'est passé à Dijon aurait pu se passer ailleurs. Très sincèrement, je ne pense pas que ce soit... Voilà, donc ça s'est passé là, ça pourrait se passer ailleurs, il y a eu des exactions. Bon, bref. Donc, par rapport à ça, effectivement, la tranquillité publique, c'est du ressort de la police, c'est du ressort de la municipalité. Donc la police municipale, non, l'armée, écoutez, très sincèrement, il n'aurait rien pu faire sur ce qui s'est passé là. Je ne mettrais, moi, certainement pas en danger la police municipale à les envoyer au milieu de ce qui a pu se passer au Grésy ou au centre-ville. Donc hors de question. Par contre, là, effectivement, une municipalité, on agit effectivement en prévention, donc une police de proximité, des îlotiers, effectivement des gardiens d'immeubles supplémentaires en lien avec les bailleurs sociaux. C'est aussi une justice, on a parlé de la police nationale, mais c'est aussi une justice qui doit travailler à un rythme beaucoup plus soutenu. Donc, aidons la justice pour qu'elle puisse rendre beaucoup plus rapidement ses jugements. Soyons très fermes, effectivement, sur la délinquance quand il y a besoin. Et puis, aidons aussi, il y a toute l'aide à la parentalité. Il y a aussi puis, un fléau qui envahit quand même ces quartiers-là et qu'on n'arrive pas, malgré la politique de la ville, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place sur la réhabilitation, etc. C'est vraiment la question de l'emploi. Il faut vraiment recréer de l'emploi dans ces quartiers-là pour que tout le monde puisse être occupé, pour que tout le monde puisse vivre décemment. Et ceux qui choisissent l'argent facile, eh bien là, on pourra encore sévir beaucoup plus. On va reparler évidemment d'emploi dans quelques minutes suite à l'autre élément qui s'est invité dans cette campagne électorale. C'est la crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue avec cet entre-deux-tours inédit de 15 semaines. Stéphanie Maud, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été associée pleinement par le maire sortant aux décisions qui ont été prises pendant cette crise sanitaire? Est-ce que ça s'est fait en dialogue avec les autres candidats, avec les élus d'opposition, etc. Alors, ce qui s'est passé déjà sur cette période de confinement, c'est un état quand même un peu de sidération et un arrêt total de toute l'activité. Donc moi je salue encore une fois le civisme dont a pu faire preuve l'ensemble des Français, et Dijonnais particulièrement, puis c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Dire également que
pendant les 15 premiers jours, effectivement, il fallait prendre des décisions rapides, il fallait pouvoir agir. Moi, je regrette juste, effectivement, qu'on était obligé de demander à participer davantage pour pouvoir être mis au courant. Et moi, j'aurais souhaité être associée beaucoup plus. D'ailleurs, j'en profiter pour répondre à une attaque que j'entends et que je trouve extrêmement basse, mais bon, c'est comme ça, de dire qu'à un moment donné, il fallait que je démissionne de ma fonction d'adjointe. Moi, je pense que ça aurait pu être reproché, ça aurait dû être me reproché, d'ailleurs, si j'avais décidé, en pleine crise de confinement, de dire je laisse tout tomber. Ça aurait été une démission. Donc nous avons été force de proposition. Quand il y a eu des réunions, quand nous avons été associés aux réunions, nous y sommes allés. J'aurais souhaité peut-être qu'on ait effectivement, notamment un premier conseil municipal, dématérialisé un peu plus tôt. Voilà, donc après on a participé à tout ce qu'a pu, on a fait des propositions sur plusieurs sujets, sur les pistes cyclables, mais également avec d'autres effectivement sur la réouverture des parcs et jardins. Enfin, donc quand on a été sollicité, on a répondu, on a travaillé sur notre programme qu'on a pu enrichir pendant cette Emmanuel Bichot, même question. Comment vous avez vécu cet entre-deux-tours un peu particulier? Est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir continuer à faire campagne d'une façon ou d'une autre, ou de pouvoir participer à l'action de la municipalité? Écoutez, nous avions suspendu notre campagne, attendant les circonstances. Moi, ce que je regrette, c'est que la municipalité, en fait, s'est contentée du service minimum dans cette crise, n'a pas suffisamment anticipé les différentes étapes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que nous avons pris beaucoup de retard. Les différentes étapes, on les connaît. C'est de la solidarité avec les personnes les plus vulnérables, c'est la mise à disposition de masques, c'est la réouverture des écoles, et c'est aussi le soutien aux entreprises et à la reprise économique qui, aujourd'hui, a pris beaucoup de retard. Et moi, ce que j'observe, c'est que le maire de Dijon a confisqué la démocratie durant cette période. Il a continué à faire sa campagne électorale avec les moyens de la ville. Et nous avons demandé à plusieurs reprises, maintes fois, la réunion du conseil municipal et la réunion du conseil de métropole. Figurez-vous que le conseil de métropole ne s'est pas réuni depuis décembre 2019. Ça fait plus de 6 mois. Comment voulez-vous qu'on prenne des décisions importantes, des actions importantes dans ces conditions? Donc nous avons pris beaucoup de retard. Le conseil municipal n'a été réuni qu'une fois, avec un ordre du jour minimaliste. Et encore, on nous a refusé la parole sur un certain nombre de rapports. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que la démocratie se déconfine et qu'on puisse enfin passer à autre chose. C'est ce qui va se passer le 28 juin, puisqu'il y a un deuxième tour des élections municipales. François Rebsamen, qu'est-ce que vous répondez? Pas assez de concertation, pas assez d'anticipation? Non, je ne répondrai pas parce que sur ce sujet, les Dijonnais, ils ont vu ce que nous avons fait. Ils ont vu ce que la municipalité a fait pour maintenir le service public à flot. Ce service public qui a assuré pendant toute la durée du confinement la propreté, le service des eaux, l'enlèvement des ordures ménagères. Ça, c'était du travail. Et moi, j'étais au travail tous les jours. J'étais au travail tous les jours et j'ai fait ce que la loi me permettait de faire, la loi d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que je me suis occupé de nos concitoyens. Et dès le début, j'ai constaté le manque de masques. Nous avions une municipalité qui était précautionneuse. Nous avions 60 000 masques d'avance et nous les avons distribués immédiatement aux EHPAD. Et nous avons sauvé des vies en faisant cela dans tous les EHPAD de la métropole. Nous avons distribué des masques dès le début, là où il n'y en avait pas, là où tout le monde en cherchait. Nous en avons distribué aux infirmiers de ville, aux médecins de ville, aux EHPAD, partout. Nous avons distribué des masques aussi aux gens qui travaillaient, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient. Donc on a fait tout ça pendant 2 mois et demi. Et puis à la sortie du confinement, effectivement, Madame Maud l'a dit, on a réuni les présidents de groupe pour voir comment on pouvait faire. On a fait une réunion du conseil municipal. Vous savez, une ville, je crois que vous avez soutenu le maire de cette ville, c'est Monsieur Copé, le maire de Meaux. Vous avez même voté, avec 76% vous avez même voté tour. pour lui. Voilà. Vous avez eu 2 voix à la primaire. Félicitations, il y avait la vôtre, j'espère. Et donc, il n'a pas réuni le conseil municipal avant fin mai. Voyez-vous, il avait été élu au premier tour et il n'a pas réuni le conseil municipal avant fin mai. Nous avons réuni le conseil municipal. Alors, François Rebsamen. Et nous avons pris les mesures. Nous avons pris des mesures. Nous avons distribué. Et il y a participé, Monsieur Bichot. Et c'est normal, comme tous les conseillers. Mais nous étions comme tous les conseillers municipaux, ils ont distribué les masques. On a distribué 1,5 million de masques en avance sur tout le monde, partout. Et donc, voilà, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tout ce que nous pouvions. Sur cette période de confinement. Et j'ai fait des vidéos pour informer les Dijonnais. Elles ont été vues plus de 250 000 fois. Et je sais que les Dijonnais en sont satisfaits de ce compte-rendu. Stéphanie Moret, est-ce que ce n'était pas de la campagne, ça? Les vidéos, par exemple. Je vous pose la question. C'est effectivement... Bon, après... C'était le rôle du maire. Bon, le maire étant candidat, bon voilà. Donc effectivement, il est en première ligne forcément. C'est en pour première toutes les actions. ligne. Bon, voilà. Après, redire 250 000, bon, ok. On entend. Ce que je voulais rajouter, moi, c'est que cette crise sanitaire, d'ailleurs, elle n'est pas terminée. Et que redire aussi quand même que ces 2 mois de confinement ont permis des prises de conscience très importantes de la population, qui effectivement s'est rendu compte que des métiers mal payés, mal considérés étaient essentiels.
essentiels à notre société et qu'heureusement, effectivement, nous avions ces personnels qui ont été dévoués, je pense aux soignants, mais également aux enseignants, effectivement au personnel de propreté urbaine, tous ces gens, tous ces livreurs aussi, tous ces gens qui ont maintenu le fait qu'on ait pu s'approvisionner. Moi, je les salue vraiment parce que c'était dans des conditions difficiles à un moment donné où on se disait qu'il fallait être confiné justement pour éviter une pandémie encore plus grave. Stéphanie Molle, puisque vous avez la parole, est-ce que cette crise sanitaire a changé votre regard sur la ville, votre diagnostic sur la ville et même quelques-unes de vos propositions? Est-ce que vous avez fait évoluer votre programme en 15 semaines? Nous, notre programme, justement, tout ce qui est relocalisation de l'économie, tout ce qui est circuit court d'alimentation, cette crise sanitaire, elle est intimement liée à la crise climatique et dérèglement climatique et perte de la biodiversité, puisqu'on voit bien on a tous entendu parler de pangolins, d'habitats, enfin d'animaux sauvages qui sont obligés de sortir de leur habitat naturel parce qu'ils n'ont plus la place pour le faire. Mais là, je comprends bien, on est sur les pangolins et là, on est sur les municipales à Dijon. Voilà, comment est-ce qu'on peut... Du pangolin, d'un virus infiniment petit, nous amène à une crise sanitaire majeure et bientôt à une crise économique. Donc, tout est lié. Donc ça, si on ne comprend pas ça, et les citoyens l'ont bien compris, la Convention climat qui s'est terminée là et qui est donnée, nous donne raison effectivement sur une grande partie de nos propositions. Il faut donc revoir nos modes de vie, il faut revoir nos modes de déplacement, il faut relocaliser une partie de l'économie. Il y a des tas de mesures que nous avions déjà avant et que nous avons confortées et peut-être effectivement la question de l'emploi en priorité puisque c'est une question qui va devenir effectivement extrêmement présente dans les mois à venir. Emmanuel Bichot, même question, est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce que vous avez revu votre diagnostic après ce qu'on vient de traverser? Oui, nous avons rapidement décidé d'actualiser notre projet, d'une part pour identifier les mesures urgentes ou prioritaires en termes de calendrier pour répondre à la crise. Donc nous en avons fait un premier volet de notre projet actualisé, et d'autre part les changements fondamentaux que nous souhaitions déjà, mais que nous souhaitons encore plus pour l'avenir. Dans ces changements fondamentaux, moi, effectivement, je dis simplement qu'il faut changer de modèle urbain. La majorité sortante, qui est représentée ici par 2 candidats, main dans la main, défend depuis des années le modèle de la densification urbaine. Je crois que ce modèle était déjà compromis avant la crise sanitaire, mais pour tous ceux qui ont vécu la crise sanitaire enfermés dans des immeubles sans espace de verdure autour, et que des immeubles autour et dans des petits appartements, eh bien, effectivement, on voit bien qu'il faut changer de modèle urbain, avoir une ville plus aérée, une ville plus verte et une ville plus harmonieuse. C'est une demande très forte qui est confortée par ce qu'on a vécu durant la crise. Il y a un deuxième point sur la sécurité. On ne mesure pas à quel point le confinement a exacerbé les problèmes de sécurité dans certains quartiers et à l'intérieur des immeubles, parce que les trafics se sont reportés à l'intérieur des immeubles. Et donc là aussi, je crois que ne pensons pas que les problèmes de sécurité vont être moindres après le confinement qu'après. Je pense qu'ils vont être plus grands. On en a déjà parlé. Pour différentes raisons. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. Le troisième point, c'est effectivement au niveau de l'économie locale. Réorientons la commande publique vers les entreprises locales au lieu de la donner presque exclusivement ou majoritairement à des grands groupes. Soutenons l'implantation de nouvelles activités à Dijon. Ça fait 30 ans que nous sommes dans la stagnation économique. Eh bien, il faut absolument soutenir les entreprises locales, développer des nouvelles activités, accueillir de nouvelles activités. C'est une priorité. Il faut utiliser le levier foncier et immobilier de manière très offensive. Alors, François Rebsamen. Le dernier point aussi, c'est sur la gestion publique, mais ça, on en reparlera. Voilà. Oui, la gestion publique, on en reparlera. François Rebsamen, on a évidemment des questions sur la santé, sur la protection sociale, sur l'emploi, on vous le disait. Est-ce qu'il faut repenser la ville, finalement? Il va falloir faire face à l'urgence, d'abord. Et donc, moi, je souhaite, quand on a un débat comme ça, dire une chose assez simple. Quand on veut être maire d'une ville, il faut aimer la ville. Et on n'a pas besoin d'un chef de la police municipale comme maire. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui porte tous les quartiers de la ville, tous les habitants de la ville. Et donc, Dijon, c'est une ville verte. Elle vient d'être classée par le magazine Forbes comme la première ville verte de France. Je voudrais le dire. Donc il y a des arbres un peu partout. Il n'y a pas que des immeubles, il y a des arbres. Il y a beaucoup d'arbres, heureusement d'ailleurs. Et il va falloir faire donc face à l'urgence. Moi, je n'ai pas besoin de revoir mon programme parce que je ne sais pas exactement quel va être l'impact financier qui va s'abattre sur la municipalité, j'allais dire sur les municipalités en France. Est-ce qu'il faut jouer sur la commande publique? Attendez, laissez-moi terminer sur ce point. Et donc je ne sais pas. Moi, je n'ai pas été obligé de baisser mon nombre de policiers municipaux, les impôts, tout ça. Le programme qu'on a pris, c'est un programme qui va s'étaler
un peu, beaucoup, pas du tout, suivant l'État, suivant ce que va nous apporter l'État pour compenser nos dépenses Covid. Car la première des urgences, aujourd'hui, elle est double. Premièrement, il y a un plan social d'urgence à prendre, un plan de solidarité. Il faut absolument venir en aide aux plus modestes. Et ça, au niveau municipal, on peut le faire. On peut faire des choses. 1,3 million, tout de suite. Je mettrai sur la table 1,3 million, tout de suite pour aider les plus modestes dans ce pays. Parce qu'il faut lutter contre la pauvreté. Savez-vous qu'il y a près de 25 000 Dijonnais qui vivent avec moins de 1 219 € par mois. Quand on mesure cela, on sait qu'il faut les aider. Et je proposerai un certain nombre de dispositions pour les aider. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire au niveau économique pour participer de la relance. Oui, parce que là, il y a les entreprises, les commerces qui sont attirer en des difficulté. entreprises. Par exemple, Savoie qui était dans l'agglomération beaunoise avant, à Ladois-Sérigny, belle entreprise. Ils ne veulent pas rester dans l'agglomération beaunoise, ils veulent venir se développer sur la métropole. Donc on va les accueillir, c'est 300 emplois à la clé. Donc il faut développer les emplois. Et puis il faut sauver les emplois. Et pour sauver les emplois, il faut aider les entreprises. Et donc on va mettre un plan qui est en place aujourd'hui d'à peu près, ça représente dans un premier temps 700 000 € que la métropole va mettre pour accompagner l'aide de la région. Et la région et la métropole, on va apporter des aides pour passer cette période. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment l'État va compenser les dépenses nouvelles, Covid, les pertes de recettes. Et si l'État les compense beaucoup, on ne changera rien. Si l'État les compense un petit peu, on changera un petit peu. Sinon, on étalera un peu plus. Emmanuel Bichot, à la mairie, comment on aide les entreprises? Alors, c'est simple, hein, je vais vous dire. D'abord, je voudrais dire à M. Rebsamen que quand on critique quelque chose qu'il a pu faire, ce n'est pas critiquer Dijon. Il ne faut quand même pas confondre sa personne et la ville de Dijon. Il n'est pas propriétaire de la ville de Dijon. Bon, en ce qui concerne les entreprises, moi je vous invite à aller place Grangier. Il y a un panneau de travaux sur la rénovation du parking Grangier. Il n'y a pas une seule entreprise dijonnaise, il n'y a pas une seule entreprise de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a que des entreprises de la région parisienne. Vous voulez faire de la préférence locale? Je pense qu'il faut effectivement modifier tous les contrats de délégation de services publics que nous avons pour privilégier les entreprises locales. Il faut profiter du relèvement du plafond des marchés publics simplifiés pour privilégier les entreprises locales. Il faut que nous ayons que la commande publique soutienne les entreprises locales. Je voudrais dire Ça veut dire dépenser plus d'argent, plus d'impôts? Lors du conseil municipal, il faut faire des efforts aujourd'hui pour sauver les entreprises. Il y en a presque 30% des commerçants artisans, des cafés, restaurants qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc il faut les aider. Nous avons déposé un amendement au conseil municipal le 28 mai pour que l'exonération des droits d'enseigne et de voirie soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Cet amendement a été rejeté. Ça fait partie des premières mesures que nous ferons voter au mois de juillet. Stéphanie Maud. Les premières mesures d'aide économique ont été votées, que ce soit en bureau métropolitain et ensuite au dernier conseil municipal à l'unanimité. Donc si nous retrouvons tous bien là, c'est sur l'urgence à la fois économique et l'urgence sociale. Comment, à partir d'une municipalité, on aide les entreprises et les commerces? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut supprimer des impôts? Il y a des exonérations de droits de terrasse, par exemple, pour les cafés-restaurants, pour qu'ils puissent vivre. C'est revitaliser encore plus, c'est aider davantage le commerce de proximité, le commerce de centre-ville. C'est conditionner les aides et pas effectivement, parce que comment on peut aider à une commande plus locale, c'est en conditionnant les aides avec des clauses environnementales et sociales. Donc ça, c'est possible. Et il faut le développer. Bien évidemment, il faut aussi aller sur des filières d'avenir, des filières décarbonées. Donc il va falloir aider en plus les entreprises qui s'engagent résolument dans la diminution de leur taxe, de leur bilan carbone. C'est aussi un grand plan de rénovation thermique. C'était déjà un des enjeux, on en avait parlé lors du premier débat. C'est quand même un axe majeur qui à la fois est vraiment exemplaire en termes de tout ce qu'on peut faire en développement durable, puisqu'à la fois on a des emplois locaux, donc on fait travailler la filière du BTP, on a d'un autre côté des gens qui sont dans la précarité énergétique, qui vont enfin pouvoir et payer leur loyer et payer leurs charges parce que les charges sont moindres, et puis donc voilà, donc c'est tout le développement d'une filière, et effectivement, dernier point, c'est en plus on baisse drastiquement les gaz à effet de serre. Donc il y a tout un panel à la fois donc d'aider de façon intelligente les commerçants, les TPE, PME, et puis aussi de faire venir à nous des entreprises qui sont des filières d'avenir, de même que pour le tourisme, il va falloir effectivement jouer sur un tourisme beaucoup plus local, revoir peut-être le projet de la Cité de la Gastronomie pour qu'il soit beaucoup plus tourné vers l'alimentation de proximité, de qualité, un grand plan alimentaire territorial aussi. Il y a une demande forte, là, moi je voudrais dire aussi 2 mots là, sur cette période de confinement. Rapidement. Une demande des gens, d'avoir des habitants, de pouvoir avoir accès à des filières, à des circuits courts d'alimentation, pas assez de réponses pour le coup, donc il faut redimensionner, il faut revoir pour être beaucoup plus volontariste sur le plan alimentaire territorial, redonner
redonner des terres maraîchères. Un dernier point sur l'urbanisme quand même. Effectivement, moi l'urbanisme... Alors très rapidement, vraiment, vous n'avez plus avoir tant de parole. Sur la densification urbaine, le constat effectivement que les gens là ont eu un manque de nature extrême, donc il faut qu'on revoie effectivement ce plan local d'urbanisme pour redonner plus d'espace de respiration. Et nous avons des espaces verts. Ça fait longtemps que je le dis. Ça fait beaucoup de choses avec nous, sauf que non, pas tout le temps. Il n'y a pas eu d'alliance pour l'instant. On va en parler. Sauf qu'elle a fait le contraire pendant des années. On peut évoluer. Voilà. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'espaces verts à Dijon, mais ils sont très concentrés sur certains endroits et pas assez sur d'autres. Alors, pas assez d'espaces verts à Dijon. En un mot. J'ai donné la réponse. Dijon est candidate pour être capitale verte européenne. Elle est finaliste. 4 villes sont finalistes. Il y a Dijon, Grenoble, il y a Turin et il y a Tallinn. Et donc, j'espère bien que nous allons être capitale verte européenne. Ça clouera le bec pour beaucoup à un moment. Je vous propose de parler de stratégie et d'électorat, puisque vous le savez, il y a un chiffre qui est inquiétant, c'est celui de l'abstention, plus de 64% au premier tour à Dijon, un chiffre très important. François Rebsamen, comment on fait revenir les gens dans les bureaux de vote alors que il y a toujours cette inquiétude qui plane et peut-être ce désintérêt aussi maintenant? On leur dit d'abord qu'il y a un deuxième tour des élections dimanche 28 juin. Quand j'ai vu que 30% des Français ne le savaient pas, j'étais assez effrayé. Il faut dire qu'on vit une situation totalement exceptionnelle. 5 mois d'interruption, 4 mois d'interruption, donc on en est aujourd'hui responsables les uns les autres. Donc il faut qu'on fasse face. Pour faire face, il faut dire qu'ils pourront voter dans les meilleures conditions sanitaires. Nous avons distribué 250 000 masques sans créer un cas de Covid. Et donc on peut venir voter. Donc il faut les mettre pour aller voter. On peut venir voter. Et on peut avoir des masques, on les distribuera s'il n'y a pas de masque à l'entrée pour quelqu'un qui veut venir voter. Et donc on va faire tout ce qu'on peut pour mobiliser les gens. On essaie de le faire avec vos débats. Il faut que les gens viennent voter. C'est très important de voter pour les élections municipales. Alors on veut bien vous situer aussi sur le plan électoral, les uns et les autres. Emmanuel Bichot, il y a des choses qui se sont déroulées pendant cet entre-deux-tours qui a duré 15 semaines, notamment le candidat de La République En Marche, la tête de liste de La République En Marche, qui a décidé de vous soutenir. Ça n'est pas le cas d'autres membres de sa liste, je le précise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le candidat du pouvoir en place avec cette je vais vous dire, soutien. Ce qui apparaît entre les deux tours, c'est que nous sommes la seule liste à avoir reçu de nouveaux soutiens, être dans une dynamique d'élargissement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs listes qui ne pourront pas concourir au deuxième tour. Ça veut dire que le camp du changement est majoritaire. Si vous regardez les chiffres du premier tour, 62% des Dijonnais souhaitent un changement de municipalité. Eh bien, ce camp du changement, nous sommes les seuls à pouvoir le porter. Quand vous parlez de sécurité, à pouvoir le réaliser. C'est que vous visez aussi les électeurs du Rassemblement national qui n'ont pas... Quand je parle de sécurité, je vise tous les Dijonnais. Tous les Dijonnais ont le droit à la sécurité et à l'ordre républicain. Moi, je suis très choqué que la paix civile, maintenant, qu'on soit obligé de s'en remettre à un imam proche des frères musulmans pour rétablir la paix civile à Dijon. Il y a un gros problème de démission de l'ordre républicain. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique... Un rassemblement très large, j'ai l'impression. Mais c'est vous qui le dites. De La République En Marche parce que l'ordre républicain, c'est le monopole d'un parti politique. Mais moi, je représente la droite républicaine, un rassemblement de la droite et du centre, mais qui réunit des Dijonnais de toute sensibilité, qui souhaitent le changement sur des bases claires. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir cette dynamique pour le deuxième tour. Stéphanie Maud, vous êtes aujourd'hui en face de François Rebsamen. Oui, tout à fait. Vous auriez pu être aussi avec lui dans un deuxième tour. Ça n'a pas été possible? Non, ça n'a pas été possible. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Nous avons élargi, je pense, notre électorat parce que, plus que jamais, l'écologie est au cœur du projet politique. Et que l'écologie ne se fera pas sans les écologistes, que nous avons l'antériorité, que nous avons des propositions et que je pense que France entière, nous allons avoir des belles surprises de ce côté-là. Et comment on fait pour continuer à exister quand on a été dans la majorité de François Rebsamen pendant aussi longtemps? On propose un projet, comme je fais. J'ai un projet, très différent. Voilà, différent. Et vous vous retrouverez dans l'opposition nécessairement? Écoutez, oui, si c'est nécessaire, bien sûr, je serai dans l'opposition, une opposition constructive qui ira, quand il faudra, dans le bon sens et qui saura dire à certains moments qu'effectivement, ça ne va pas. Par exemple, sur le PLUHD. Donc voilà.
Ensuite, très sincèrement, pour que les En 10 électeurs aient secondes, envie de parce qu'on a venir, plus de temps. il faut effectivement qu'on ait aussi un changement dans la gouvernance. Il y a une méfiance envers le politique, comme le politique a une méfiance envers les habitants. Donc il faut absolument que nous ramenions les citoyens au cœur de nos projets. François Rebsamen, vous avez renvoyé les Verts dans leur corde. Il y a eu des alliances incroyables dans certaines villes pour éviter que les Verts arrivent au pouvoir. Vous n'avez pas eu besoin de faire ça. Mais on n'est pas dans les échanges politiciens entre les deux tours. Ça n'existe pas, ça. Entre les deux tours. Vous l'avez jamais pratiqué? Non, je ne fais pas ce genre de choses. Depuis que je suis élu, je fais une liste au premier tour et je vais devant les électeurs au premier et au deuxième tour avec la même liste et j'en suis plutôt fier. Et vous aussi, vous n'auriez pas pu espérer convoiter les voix de La République En Marche et de ses amis? Non. On a un programme, on a un projet, on a une équipe, un maire, un projet, une équipe. Normalement, on doit avoir la majorité à Dijon. Eh bien, madame, messieurs, on arrive au terme de ce débat. Je vous propose 1 minute de conclusion avec le fameux sablier virtuel qui va symboliser le temps qui s'écoule durant 60 secondes derrière nous. Votre ordre de passage a été désigné par tirage au sort juste avant ce débat. Et c'est à vous, Stéphanie Monne, que revient la première place pour cette conclusion. Chères Dijonnaises et Dijonnais, si je me présente aujourd'hui en tant qu'écologiste au poste de maire de Dijon, c'est pour faire de vous, avec vous, de Dijon, une ville ancrée dans le XXIe siècle, une ville capable d'anticiper et de résister aux crises à venir, quelles qu'elles soient. Je souhaite avec vous et mon équipe, que vous soyez vous, entrepreneurs, salariés, jeunes, actifs, inactifs, faire de Dijon une ville unie et engagée contre toutes les inégalités sociales et environnementales, une ville où chacun puisse vivre décemment et en toute tranquillité. Une ville dont vous, Dijonnais, vous êtes les acteurs, avec mon équipe, mais également l'ensemble de la municipalité et des services de la ville, pour adapter nos modes de vie, changement de société oblige, pour répondre aux défis climatiques. Une ville, c'est le bon échelon pour agir localement, efficacement, et ne laisser personne au bord de la route. Un autre monde est possible, le 28 juin, pour construire ce monde d'après. La seule alternative crédible, c'est notre liste Dijon écologique et solidaire, pour transformer l'espoir en victoire. Voilà. Donc votez pour nous, votez pour Dijon écologique et solidaire. Merci. Pour pouvoir changer notre société. Merci Stéphanie Monne pour votre minute de conclusion. C'est maintenant au tour de François Rebsamen. Ainsi, on a désigné le sort. Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, depuis une dizaine d'années, Dijon s'est profondément transformé, a beaucoup changé. Tout le monde le sait et le constate. Dijon, capitale régionale, c'est une ville solidaire à vivre pour tous. Une ville universitaire attractive pour les entreprises, une ville culturelle et sportive reconnue, mais c'est aussi une ville écologique qui est candidate finaliste pour être la capitale verte de l'Europe. Après la crise du Covid, de nouveaux défis apparaissent aujourd'hui et il faut savoir les affronter ensemble. Pour cela, il faut faire de Dijon encore plus qu'elle ne l'est, une ville unie pour se rassembler. Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance. J'ai cette volonté. Je l'ai montré pendant la crise sanitaire. L'équipe renouvelée et expérimentée qui m'entoure rassemble des personnes qui sont des élus à l'image des Dijonnais. Elle sera efficace et immédiatement opérationnelle. Aussi, le dimanche 28 juin, en toute sécurité sanitaire, votez pour votre maire, votez pour la liste Dijon c'est capitale que j'ai l'honneur de conduire. Merci François Rebsamen pour cette minute de conclusion. C'est maintenant au tour de vous, Emmanuel Bichot, pour votre minute. Bien, chère Dijonnaises, chers Dijonnais, vous aurez dimanche à choisir entre le maire sortant et moi-même. Au bout de 20 ans, la majorité sortante, dont fait partie Madame Mode, a fait son temps. Je suis une femme, ça doit être pour La majorité... C'est la minute de conclusion d'Emmanuel Bichot. Oui, mais il faut que les Dijonnais votent utile. La majorité les Dijonnais souhaitent le changement. Ce changement, il ne faut pas se tromper d'enjeu. Est-ce qu'on souhaite stopper la bétonisation pour choisir une ville plus verte, plus aérée, plus harmonieuse? Est-ce qu'on souhaite stopper l'explosion de la délinquance pour avoir plus de sécurité et un ordre républicain garanti? Est-ce qu'on souhaite en finir avec la stagnation économique pour avoir des activités nouvelles et plus de développement économique? Est-ce qu'on souhaite en finir avec la gestion opaque de l'argent public pour baisser les impôts et les tarifs publics? Dimanche prochain, il ne faut pas choisir en se tournant vers le passé, il faut choisir en regardant vers l'avenir. Votez utile, votez Agir pour Dijon avec Emmanuel Bichot pour vous tourner avec sérénité vers votre avenir.
Merci Emmanuel Bichot pour cette minute de conclusion. Merci à tous les trois d'avoir accepté ce débat. Place donc maintenant au choix des électeurs. Ce dimanche 28 juin, notre soirée électorale se déroulera dès 20h sur France 3 avec des directs dans les principaux points chauds de cette élection. Dijon, Beaune, Mont-Soleil-Mines, Autun, Auxerre, Sens, Varennes-Vauzelles. Nous serons avec vous en direct dans tous ces points. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors attendez, la campagne électorale se poursuit sur France 3 puisque le prochain débat c'est demain soir à 18h avec les têtes de liste d'Auxerre. Restez avec nous dans quelques minutes le 19-20 avec Marie Joly. Belle soirée à tous.